C'est-à-dire qu'on crée avec ce mot-là, avec des juxtapositions de mots, et puis cette formule un peu abracadabrante qui est groupe d'ultra-gauche de la mouvance anarcho-autonome, on crée un objet avec des contours définis, un supposé corpus idéologique, des liens d'appartenance organisationnelle, des relations organiques entre des groupes, qui ça est du pur fantasme. Bon, alors on peut toujours contester, vous savez, une qualification politique. Certains peuvent ne pas s'y reconnaître, etc. D'abord, je vous signale que le mot ultra-gauche avait pour objectif de bien séparer cette mouvance de l'extrême gauche institutionnelle, type Olivier Besancenot, qui, tout en contestant radicalement la société, ce qui est son droit plus strict, mais s'inscrit dans un processus électoral et respectueux quand même de la vie démocratique. Donc c'était pour ça qu'on a parlé d'ultra-gauche, c'est pour qu'on ne fasse pas de mélange avec l'extrême gauche. Donc on ne peut pas blâmer, je pense, le ministre de l'Intérieur d'avoir eu cette prudence sémantique. Mouvance anarcho-autonome, je pense que ce n'est pas des termes que nous avons inventés, ils existent, certaines des personnes de ces mouvements s'en réclament eux-mêmes, et je ne pense pas qu'il y avait, en tout cas, il n'y avait aucune nuance insultante, c'était pour essayer intellectuellement de mieux situer les gens auxquels nous avions affaire, et je pense que leurs écrits permettent de les situer dans cette mouvance-là, sans que ce soit ni un jugement de valeur, ni une insulte, c'est simplement une analyse de leurs opinions, de leurs écrits et de leurs attitudes. Cette première occurrence du terme anarcho-autonome, c'était notamment dans le sillage du CPE, pour stigmatiser ce qui serait des groupuscules qui tenteraient de manipuler les foules étudiantes, enfin, autres scénarios du type. Et donc voilà, c'est une autre campagne qui a commencé donc de longue haleine, qui commence quasiment 2 ans avant, et puis qui petit à petit se nourrit d'éléments et d'interventions, notamment de Michel Alliot-Marie, qui en fait un peu son cheval de bataille au ministère de l'Intérieur, où à un moment même elle dit clairement il y a une réorientation du travail des services de renseignement avec 2 ennemis principaux, qui seraient d'un côté la mouvance islamiste, de l'autre la dite mouvance anarcho-autonome, qui fait son apparition officielle dans le langage sarkozien, quoi. Il n'y a pas d'obsession, il y a un constat, je crois, qui vient de la part de quelqu'un, le ministre de l'Intérieur, qui est en même temps juriste, qui a une grande culture historique et politique, et une grande expérience. Et son expérience l'a amené à dire, attention, lorsque des partis de gauche contestataires ou d'extrême gauche, comme le Parti communiste français, s'effondrent, et qu'il n'y a pas pour l'instant, ça viendra peut-être, mais qu'il n'y a pas pour l'instant de remplaçant, si je puis dire, c'est fréquemment le moment où on voit surgir une ultra-gauche radicale, en rupture complète avec la démocratie, et susceptible de se livrer à des actes illégaux. Elle l'a dit, elle avait donc demandé une certaine surveillance. Donc c'est pas spécialement original parce que c'est quand même quelque chose qui a été fait cycliquement depuis les années 60. Et c'est pour le coup vraiment grossier parce que les éléments qu'elle a pu réunir pour accréditer sa thèse, parce que c'est ça en fait, hein, on lance une campagne de communication qui permet la préparation de l'opinion publique et qui lance une série d'opérations policières qui ont pour but de réunir les éléments qui vont venir accréditer la thèse qui est faite au départ, quoi. Il n'y a pas une orchestration, il y a un travail sérieux de la police, et d'une police tout à fait républicaine, envers tout ce qui peut menacer l'ordre public, la liberté des Français. Eh bien, c'est l'ultra-gauche actuellement, parce que historiquement, c'est une période où c'est plus ultra-gauche. Si c'est l'ultra-droite demain, le même travail, les mêmes rapports seront faits, et de toute façon, la même surveillance est exercée sur ces milieux. Rassurez-vous, il n'y a pas de choix politique, et il n'y a pas, en tout cas, de criminalisation des opinions, des écrits ou des modes de vie, contrairement à ce qui a pu être dit. Et il apparaît il est vraiment apparu de façon assez flagrante durant la procédure, que finalement le truc qui justifie cette espèce de curé médiatique, c'est le dit sabotage sur la SNCF, et vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Et qu'en fait, c'est ce qui leur importe au fond, c'est toute cette construction
policière, ministérielle, et puis de quelques autres criminologues bien connus, qui va prendre prétexte de ce truc-là pour sortir au grand jour et lancer l'opération de lynchage dont on a été témoin, quoi. Pour comprendre ce que c'est que l'antiterrorisme, c'est qu'à un moment donné, les flics me disent, alors que je leur dis, vous savez très bien que j'ai rien à voir avec ce truc-là, je le sais que vous le savez, voilà, on se trace, on fait autre chose, quoi. Et eux m'ont dit, non, mais le terrorisme, c'est pas juste poser des bombes, c'est aussi tout le reste. Et ça, c'est super intéressant. C'est quoi tout le reste? C'est quoi ce qui leur qu'est-ce que permettent toutes les lois antiterroristes, les lois Perben, etc. C'est justement ce tout le reste. Cette espèce de truc, d'un seul coup, n'importe quoi peut justifier action de malfaiteur. C'est un truc tellement vague. On peut pas connaître quelqu'un, lui passer 3 coups de fil, et bon, voilà, si on était, peut-être qu'on aurait pu éventuellement être au courant de quelque chose. Et donc, ça leur donne à peu près toute l'attitude d'un point de vue juridique.